Merci à vous d'être venu. Comment on arrive là? C'est une très bonne question. Vous en avez une autre? Non, mais comment on en arrive là? Ben, on en arrive là, je crois, avec beaucoup de détermination. C'est-à-dire que moi, je suis natif de la Punois, dans le Pas-de-Calais. J'en suis parti à l'âge de 15 ans, dans un foyer de jeunes travailleurs qui s'appelait l'Atrium, qui était porte de Béthune, je crois. Bref, à côté des biscottes, pour les plus anciens. Les biscottes qui ont été rasées depuis, et l'Atrium avec. Et je partageais ma chambre avec un jeune tailleur de pierre. J'avais fait ça parce que j'avais besoin de liberté et que les parents me pesaient beaucoup. Donc j'avais préféré cette solution-là et j'ai fini mon lycée à Gaston Berger. Comment on en arrive là? Bah, ça n'a pas été facile, pour tout vous dire, d'autant que je n'ai pas fait d'école de journalisme. Ce qui aujourd'hui est assez difficile. Mettre les pieds dans le métier sans avoir fait d'école, c'est la première chose que vous demandent les responsables de rédaction, les DRH, etc. Donc il a fallu se battre et mes deux premiers papiers, c'est devenu un peu un fantasme cette histoire-là, mais je les dois à La Voix du Nord Béthune. Alors papier, non, c'était une légende de photo. Mais comme je rêvais de faire ce métier, j'étais allé voir la locale de Béthune de La Voix du Nord en disant voilà, ma classe va au Palais de la Découverte à Paris. Est-ce que je peux vous faire une photo de la classe et passer ça dans la page locale de Béthune? Et je les ai bien fait rire parce que je devais avoir 14 ans, quoi. Bon. Et ils ont accepté. Je n'ai pas été payé, hein. Mais je n'y aurais même pas songé. Ils ont accepté, j'ai fait une petite légende, ils ont passé la photo. Fort de ce succès, j'ai recommencé à l'occasion d'une pisciculture à Saint-Omer, je crois, où je suis allé. Mais là, déjà, le métier avait commencé à fermenter. C'est-à-dire, au lieu de faire la photo de classe comme des randonnions là, sur les marches du Palais de la Découverte à Paris, je les avais mis en scène au bord des bassins. Donc déjà, il y avait de l'idée, quoi. Et ils ont encore passé la photo. Donc ça n'a aidé en rien mon parcours, mais ça montrait une détermination. De la même façon que j'ai toujours créé des journaux de lycée, des journaux scolaires, là où j'étais. Parce que j'en avais envie, parce que pour moi c'était fort. Alors je crois que cette détermination, elle explique pratiquement tout. Et quand je dis aux jeunes gens qui ont envie de faire ce métier, ça va dépendre de votre passion, de votre patience aussi un peu, et de votre détermination à vouloir y arriver. Et puis après, il y a eu beaucoup d'expériences qui ont été négatives ou qui n'ont pas abouti après le bac. Alors c'est pareil, après le bac, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je reste à Lille ou je pars à Paris? Et je me suis dit, tant pis, on verra bien ce qui se passe, je pars à Paris. En me disant, là-bas, il y aura peut-être plus de possibilités, il y aura peut-être plus de concurrence aussi, et ça va me forcer à sortir du lot. Et là, j'ai commencé à bricoler dans 1000 revues, 1000 articles plus ou moins bons, et jusqu'à ce que je trouve un poste dans Détective. Pourquoi j'ai pris Détective? Parce qu'il payait bien. Et qu'à Paris, c'était quand même essentiel de pouvoir gagner un petit peu d'argent. Et là, j'ai écrit des nouvelles érotiques, une série sur un Playboy, les Playboy meurent seuls, je m'en souviendrai toute ma vie. Dan Miller qui est atteint d'une maladie incurable et qui du coup, enfin bref, claque son argent, enfin bref. Et là, le rédacteur en chef m'a dit mais t'as rien compris à la vie, mon pauvre ami, on va arrêter là parce que ton héros, attention, l'époque, c'est vieux, hein, bon, ton héros se comporte en femmelette et ta femme en mec. Et les femmes qu'il rencontrait en mec, c'est elle qui le mène par le bout du nez. Et c'est pas du tout dans les codes de détective. Aussi, les mecs sont des machos, les femmes sont des soumises. Ah, donc on va en rester là et l'aventure s'est terminée là. Après, il y en a eu plein d'autres.
Et puis, comme j'avais fait des études en long, en large, en travers, après avoir fait quand même 3 fois la classe de seconde, donc j'avais une petite revanche à prendre sur les études, ne serait-ce que vis-à-vis de mes parents qui me prenaient pour un idiot. J'ai fait mon service militaire comme scientifique du contingent. Je vous raconte l'histoire parce que chaque pas est important pour comprendre la suite. Et puis, je suis resté 4 ans comme ingénieur civil à la DGA, Délégation Générale à l'Armement, jusqu'au jour 81, à l'élection de Mitterrand, qui avait fait déjà, qui avait eu connaissance d'expériences faites à Radio France par Jacqueline Baudrier sur des embryons de stations de radio locales, et libéralisation des fréquences, création des locales de Radio France, sur le modèle inventé par Jacqueline Baudrier, je ne sais plus dans quelle région, Laval je crois, et quelqu'un me dit, une amie me dit, mais attends, tu attends quoi pour postuler ? C'était ton rêve de faire de la radio. Mais la télé, j'en parlais même pas, moi. C'était ton rêve de faire de la radio. Bah oui, bah alors, ils en créent en ce moment, appel. Et j'appelle, et on me passe, à l'époque, il y avait encore des standardistes et des gens qui répondaient au téléphone. Et on dit, bah oui, la prochaine, c'est Avignon, mais on n'a plus de poste de journaliste, seulement animateur. Et c'est là aussi où il ne faut pas avoir de schéma dans la tête. Je vais être journaliste, je n'accepte que des postes de journaliste. Non, je me suis dit animateur, c'est très bien aussi, pourquoi pas. Et on verra après. Et donc j'ai commencé comme animateur, j'ai créé le petit matin à Radio France Vaucluse à Avignon. Et puis après, les choses se sont enchaînées, un poste de journaliste, puis des histoires rocambolesques pour remonter à France Inter. Et puis après, France Inter, création de France Info. À France Inter, je faisais le journal de 7 heures. On me disait, mais France Info, c'est quoi ça? C'est quoi ce truc? La radio en continu ne marchera jamais. Bah oui, mais enfin, c'est une aventure. Moi, ça me tente, les aventures. Donc j'ai dit oui. Et là, c'est pareil, on est parti d'une feuille blanche, et comment on fait, là, et comment on fait. Donc, j'ai fait partie de l'équipe de 3 qui a ouvert l'antenne de France Info. Après, je suis reparti un peu à France Inter. Puis RTL m'a appelé, 7 ans RTL, puis il y a eu LCI. LCI, tout le monde, je vois encore Philippe Labro me dire, mais c'est quoi cette chaîne de télé en continu? Même aux États-Unis, ça marche pas très fort, etc. Je dis, c'est pas grave, c'est une aventure, j'y vais. Et encore re-aventure, LCI, puis quand on m'a proposé de faire des émissions comme Plein les yeux, Les 30 histoires, etc. et tant d'autres, j'ai dit ok, je me suis fait insulter par la presse écrite, on m'a traité de sous-Pascal Sevran, enfin bref, pauvre Pascal, et en même temps, enfin bon après les choses s'enchaînent, après il faut quand même essayer d'être bon, c'est pas le terme, de répondre à ce qu'on attend de vous, quoi. Voilà. Et à partir de ce moment-là, bah voilà, on en arrive là. Et après, il y a eu les aventures du pourquoi numéro 2 et pas numéro 1, etc. Ça pourra faire partie d'une prochaine question. Ça va? C'est un peu tortueux, hein, mais il faut pas pardon. Il faut prendre ce qui se présente. Oui, voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Non, mais quand un train passe, il ne faut pas être sur le quai en se disant alors je monte pas, je monte pas. Il faut monter dedans. Voilà. Et puis c'est tout. Et puis parce qu'il ne repassera pas. Et donc, je n'aurais pas quitté mon poste d'ingénieur en CDI à Ballard, machin, etc. en me disant alors, les gars, je suis installé, j'avais ma fille à l'époque déjà. Je suis installé, je ne vais pas aller risquer. Je suis parti avec un contrat d'1 mois et demi. Mais si vous n'osez pas ça, d'abord, vous ne saurez jamais si vous étiez fait pour ce métier dont vous rêviez. Et puis, deuxièmement, le train ne serait jamais repassé. Après, j'ai fait des mensonges, on pourra en reparler. Non, on veut savoir. Tout de suite?
C'est que quand je me suis retrouvé engagé, pour être engagé à Radio France Vaucluse, j'ai menti. On m'a dit, vous avez déjà fait de la radio? Oui, bien sûr, associative, au Club Med, ou je sais pas quoi. Enfin, j'ai tout inventé. J'avais jamais fait de radio. Et quand il a fallu ouvrir l'antenne de Radio France Vaucluse, vous savez que l'horloge à point qui augmente comme ça, et puis tout le staff de Radio France qui faisait les 100 pas dans le couloir, et moi comme un couillon devant mon micro, n'ayant jamais fait de radio. Et là, je me suis dit, vas-y, lâche-toi. Et je me suis lâché. Et c'est ce qui m'a valu d'y rester, d'ailleurs. Et pour arriver là, j'avais donc menti sur le fait d'avoir fait de la radio. J'en avais jamais fait. J'avais bricolé. Il y avait un studio à la DGA à Ballard, à Paris. Et j'avais bricolé une fausse émission avec un copain. Je lui dis, mais je ne peux pas faire une émission, j'ai rien, j'ai personne, je suis tout seul. Ben, il me dit, t'aimes bien écrire, raconte une histoire. Alors j'ai écrit une histoire, je ne sais plus ce que c'était, mais elle était belle. Hein. Elle était belle l'histoire. J'ai pris, j'adorais Santana, j'ai pris Samba Patti de Santana, et en générique. Et puis j'ai bricolé un truc, j'ai apporté ma cassette. Il me disait, c'était où cette émission? Je crois que... Enfin bon, j'ai encore inventé un truc. Et comme la directrice des programmes de Radio France, on disait à l'époque, Vaucluse venait de France Culture, qu'elle était singulièrement perchée, il faut bien le dire, ça lui a beaucoup plu. Elle a trouvé ça... c'est un peu comme l'art moderne. Ça ressemble à rien. Mais c'est de l'art. Alors donc elle a trouvé ça génial. Comme ça j'ai été embauché. Bon, après le coup de la carte de presse, vous avez déjà une carte de presse. Quand ils m'ont nommé journaliste à Avignon, je dis oui, bien sûr, j'ai une carte de presse. Quel numéro? Et une copine venait de l'avoir, j'avais mémorisé son numéro. Donc j'ai sorti un numéro bidon. On me dit ah bon, d'accord, on fera les papiers plus tard. Oui, plus tard. Et quand on a fait les papiers, le DRH de France Inter m'a dit tu t'es foutu de ma gueule là? Non. Pas vraiment. Mais si je n'avais pas menti, vous m'auriez engagé? Bien sûr que non, tu n'as pas fait d'école de journalisme. Ben dis voilà, j'ai la réponse. Et je suis là. Et je suis là. Sous-entendu, et je t'emmerde. Il a dû l'entendre. Probablement. Il n'était pas content. Non, parce que quand j'ai dit au directeur de l'information, Thierry Tuillier, que j'arrêtais, il m'a dit « tu me fous dans la merde ». Donc il n'avait pas du tout envisagé que je puisse arrêter aussitôt. Lui pensait que j'allais encore faire au moins 1 an. Que j'aurais pu faire, parce que je n'étais pas fatigué, je n'en avais pas marre, je prenais toujours du plaisir, j'adore l'équipe du 13h, j'aime beaucoup cette chaîne que je connais depuis 30 ans. Enfin, j'avais tout pour ne pas arrêter. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter. Parce que je pense qu'il faut savoir arrêter quand tout va bien. Et ne pas attendre qu'on prenne moins de plaisir, qu'on se dise « oh, là, je commence à être... c'est dur de se lever le matin pour aller faire le journal. » Et puis le journal, dès le parking, c'est dur, quoi. Je voulais pas ça. Je voulais avoir gardé le même plaisir et partir frustré finalement de ne pas avoir continué. Mais je trouve que c'est plus sain que d'attendre qu'il commence à être un peu trop tard. C'est le coup de la bataille de trop, hein. On pourrait dire le journal de trop. Mais je voulais partir heureux, libre de ma décision, que personne, je vous assure, ne m'a imposé, loin de là, il ne voulait pas que je parte. Mais au moins, j'ai eu cette liberté de décider de mon jour, de mon moment, et de ma façon de partir. D'accord. Voilà. Votre façon de partir, donc vous avez prévu quelque chose pour votre dernier? Ah non, moi non. Moi, de subir, mais je crains le pire quand même. Hein. Parce que je les connais, les oiseaux. Et mon seul vrai boulot ce jour-là, ça va être de serrer les poings et de faire comme si de rien n'était. Ça va être dur. Parce que des projets, moi j'en ai beaucoup. J'aimerais bien refaire un peu de radio.
j'ai aussi un autre projet dans le sud qui n'avance pas du tout. Et puis peut-être écrire encore peut-être la suite des 40 ans au cœur des médias, là. Le livre que j'ai sorti il y a un an et demi, 2 ans peut-être maintenant. Voilà, parce que je n'ai pas tout raconté, j'ai quand même beaucoup de choses à raconter. Vous vous intéressez beaucoup au vin, j'ai lu quelque part. Oui, au vin. Oui, parce que autant qu'à faire, autant parler du produit fini. Hein. Mais alors ça, il y a des tas de raisons. Je ne sais pas si ça vous intéresse que je vous raconte, mais venant du pays minier, parce que moi je suis vraiment Bruay, Marle, Auchel, voilà, je suis au cœur moi. Hein. Et donc pour moi les pays de vignobles, que ce soit la Bourgogne, le Beaujolais, bref, je ne vais pas tous les citer, il y en a énormément en France, étaient pour moi le summum de la beauté, de la nature travaillée, respectée, riche, qui donne des beaux fruits, de soleil, de travail, de famille. Le vin, c'est de la science et de l'art, hein, donc c'est le devoir de philo. Hein. Et du coup, ça m'a toujours passionné et je m'étais toujours dit qu'un jour j'aurais un vignoble, ce qui a été le cas du côté de Cahors. Ben après, j'ai compris que c'était quand même une source d'emmerdement sans fin et que entre les coulures, la grêle, enfin tout, c'était l'enfer. Donc ça n'a pas duré extrêmement longtemps, mais j'ai gardé une société qui vend du vin en direct, du producteur au consommateur, en sélectionnant des vins de vignerons, c'est-à-dire des gens qui mettent leur cœur et leur savoir-faire hérité de la famille au profit de leur vin. Et donc il y a une part d'eux-mêmes, et je dis toujours le vin à la tête de celui qui le fait. Et quand on voit les vignobles, on a aussi une idée de ce que ça peut être. Et du coup, j'ai fini par réaliser ce rêve qui n'a pas duré très longtemps. Et donc il y a ça aussi, Avenue des Vins. Et puis je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Et revenir dans la région, ça vous intéresse? C'est pas que ça m'intéresse pas, mais on ne peut pas passer sa vie à bouger dans tous les sens. Hein. Moi, ma région... la Côte d'Opale, j'adore, comme j'aime les Vosges, comme voilà, j'ai vécu une dizaine d'années dans le sud-ouest, entre Saint-Émilion et Bordeaux. J'ai beaucoup aimé, maintenant je suis plutôt tourné vers la Corse, mais ça c'est l'âge. Et d'ailleurs, petite parenthèse, je trouve beaucoup d'analogies entre les gens du Nord et les Corses. Parce qu'il y a une sorte de rusticité au départ. On n'est pas comme dans le Midi, on se tape dans le dos, on n'en croit pas un mot. Hein. Ici, non. On te regarde, c'est qui celui-là, mais quand on l'adopte, on l'adopte. Pareil en Corse. En Corse, si on sait y faire, si on sait être humble par rapport à la Corse, respecter les Corses. Je dis toujours là-bas... parce que j'y suis très souvent, j'ai dit toujours là-bas, la Corse sans les Corses, ça n'existe pas. Et ici, les gens du Nord, pour reprendre la chanson, eh ben, ils ont une franchise, ils ont une honnêteté, une droiture, un sens de l'effort et du travail qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. Et c'est une qualité qui rassemble les peuples forts. Et ça, je l'ai constaté plein de fois dans ma vie, dans ma carrière aussi, en allant dans l'Est aussi, à la catastrophe du Puy-Simon, etc. J'en ai parlé, j'avais parlé de Marie-Sophie Lacaro avec Thierry Tuillier, le patron de l'Info, hein, avec qui j'ai une relation très directe, presque amicale. Hein. Et j'ai parlé d'Isabelle Uturburu avec lui, parce que je trouvais qu'elle avait quand même beaucoup de qualités. Et puis moi, me dire que 2 mecs laissent la place à 2 femmes, ça me plaît bien. Hein, parce que je pense que les femmes sont l'avenir de l'homme, hein, ça n'a pas changé, mesdames. Et que ça va apporter une touche un petit peu différente au Trésor. Le renouvellement...
enfin le renouvellement, l'évolution, on n'a pas renouvelé. Il marche très bien ce journal, mais c'est quand ça, c'est pareil, partir quand ça va et penser à des petits détails quand ça va bien aussi, pas attendre que ça aille mal. Et je pense que les femmes peuvent apporter une sensibilité, une finesse, une élégance que nous les mecs on n'a pas forcément. D'ailleurs, le week-end, c'est 2 femmes, je crois. Oui, le week-end c'est 2 femmes. Ouais. Et après, le 20 heures de semaine, c'est différent parce que c'est la grosse artillerie. Donc, c'est quelque chose de plus cadré, de plus sec. Et donc, qui est 2 hommes très journalistes, très pointus, Gilles et Jean-Baptiste, qui sont 2 grands professionnels, c'est parfait aussi. Donc là, je trouve que les équilibres, et avec les différences de ligne éditoriale des éditions, parce qu'il y en a 3, hein, aux 13h semaine, 20h semaine, et week-end, 13h, 20h, sont parfaitement respectés. Et je trouve que c'est bien, vraiment. En plus, quand on vient du sport, on sait tout faire. Et une femme qui vient du rugby, alors là, oui, et puis les Basques, ils ont du tempérament, hein, c'est comme ici. Hein. C'est une machine de guerre. C'est-à-dire que c'est une machine qui ne s'arrête jamais. 365 jours par an, elle ne s'arrête pas. L'information arrive à la mort du pape, hein, lundi à 13h. J'ai bien pensé à eux parce que ça leur est tombé sur le nez à je ne sais pas quelle heure précisément. Il est mort à 7h, quelque chose. Et le temps que ça arrive à la rédaction, un jour férié. C'est comme toutes les entreprises, il y a un peu moins de monde les jours fériés, ça a dû être branle-bas de combat. Cela dit, on a sur toutes les personnes âgées célèbres, enfin le pape c'est pas célèbre, on a des choses qui sont préparées et le temps de fabriquer d'autres choses, hein, parce qu'il peut très bien arriver, je vais en prendre un qui n'est plus là, mais qu'Alain Delon meurt à 1h moins 2, hein, à 13h moins 2, et dans ce cas-là, si vous n'avez rien, vous êtes mal. Bon. Donc on a toujours des choses qui sont prêtes, des gens prêts à en parler, des spécialistes qui sont mobilisables. Depuis qu'il a été hospitalisé, qu'il avait été hospitalisé, le pape, il est bien évident qu'on avait le dispositif de guerre qui était prêt. Bon. Tu es en train de nous préparer sa visite dans la Papamobile 6 heures avant. Quoi. Ah oui, oui, oui. Ouais, mais ça, c'est le... Du coup, on n'a rien vu. Enfin, ouais. Bah, si, on l'a vu dans sa Papamobile au milieu de la foule, sur la place. Mais personne ne pouvait imaginer que quelques heures après, il allait mourir. Hein. Donc, à mon avis, ça avait même été fait exprès. Dernière exposition, parce qu'il n'était pas frais, hein. Dernière exposition du pape, en sachant que c'était plutôt une question d'heure. Hein. À mon avis, c'est plutôt ça. C'est pas le hasard du tout. Hein. Bon, bref, c'est mon avis. Pour en revenir plus directement à votre question, c'est une grosse machine avec des journalistes, reporters, enquêteurs, des bureaux comme celui dans lequel on est aujourd'hui, qui bossent en permanence pour récupérer des informations, pour être prêts à traiter ces informations sous forme de reportage, de sujets, pour illustrer une actualité, etc. Et c'est toute une équipe, c'est toute une rédaction qui travaille pour les 3 éditions. Chaque édition a son armée rapprochée d'une dizaine de personnes, avec 2 rédacteurs en chef, un qui s'occupe de la partie magazine. Donc ça, c'est des sujets qui sont en boîte depuis un petit moment et qu'on essaye d'organiser de façon logique dans les journaux. Un d'actualité pure, c'est-à-dire le matin, bon, qu'est-ce que tu as entendu? Tu as entendu ça? Oui, moi j'ai entendu ça à la radio. Qu'est-ce qu'on fait? On y va, on n'y va pas? Tous les chefs de service qui arrivent, économie, société, politique, étranger, etc. Bah, moi j'ai vu ça, moi j'ai ça pour vous, est-ce que ça vous intéresse? Oui, non, etc. À partir de cette collecte-là, on fait une conférence de rédaction dans laquelle on échange encore et on prend les décisions de faire ou pas faire. Et puis après, c'est chacun au boulot, quoi. C'est chacun au boulot jusqu'à midi et demi au plus tard où on commence à recevoir les reportages. Et je ne sais pas si vous imaginez, mais c'est à chaque fois un exploit parce que si à Lille, Sébastien Ambert il doit partir à Dunkerque ou à Boulogne parce qu'il s'est passé un truc, bah, il faut qu'il prenne sa voiture avec l'équipe, il faut qu'il aille là-bas, il faut qu'il tourne, qu'il interviewe, qu'il rencontre les gens, etc.
qu'il rentre, qu'il fasse le montage du sujet, des recherches, comme on dit, c'est garder les meilleures images, écrire son commentaire, faire le montage, qu'on soit envoyé à Paris, qu'on le regarde, qu'on corrige éventuellement des choses et qu'on donne un bon à diffuser. Ça, c'est le boulot du rédacteur en chef. Et ça se fait pendant le journal. Et parfois, il arrive que le premier sujet ne soit pas là. Parce qu'il y a eu une panne, un truc, un problème. Parfois, vous savez, les sujets sont envoyés soit par des cars spéciaux, mais ça c'est vraiment dans des cas particuliers, soit par un système qu'on appelle AVIWest. C'est un appareil qui comprend toutes les cartes SIM de tous les opérateurs et qui choisit en permanence le meilleur opérateur en fonction de l'endroit où on est. Mais parfois, ça ne passe pas. Donc il faut se déplacer, il faut trouver un endroit où ça passe. Et puis il faut l'envoyer, et puis etc. Bon. C'est pour ça que je parle d'une machine de guerre, parce que c'est vraiment un boulot exténuant pour arriver à faire un journal dont on a l'impression que c'est tout à fait normal, qu'il soit là, que rien ne va changer, alors que moi les sujets, quasiment je ne les regarde pas. Parce qu'entre-temps, on corrige un truc, on me dit on va être un peu long, il faut que tu enlèves un bout de ton lancement prochain, et puis celui-là on ne va pas le laisser à cette place-là, on va le mettre à une autre place, oui mais là mon lancement ne va plus, ah ben il faut que tu le changes, etc. Ah oui, ça bouge tout le temps, quoi, mais tout le temps. Et quand... Pardon ? Vous arrivez à quelle heure ? Vers 7 heures. Oui. Mais les autres sont là depuis 5h30. Hein. Moi j'ai de la chance, j'arrive tard. Mais c'est un grand orchestre avec plein de solistes. Chacun connaît ses partitions, que ce soit à la réception des sujets, que ce soit dans les bureaux comme ici, que ce soit au niveau de la rédaction en chef, que ce soit au niveau des monteurs, que ce soit au niveau des mixeurs, bon bref, de la régie finale, de tout ça. C'est tout un ensemble qui se met en branle pour arriver à sortir. Mais comme ils connaissent tout ça par cœur, ils font ça tranquillement, quoi. Sauf un coup de rush, évidemment, ça arrive. Hein. Mais moi, je me souviens d'un journal où il n'y avait pas le premier sujet. Donc, on est passé au deuxième qui n'est pas parti. Et le temps de dire je ne sais plus quoi, on est passé au troisième qui n'est pas parti. Et là, vous êtes seul, comme une andouille, face à des millions de gens qui rigolent chez eux probablement en disant dis donc, le journal, là, aujourd'hui, c'est pas top. Hein. Et là, je me souviens d'avoir dit écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on commence par la fin. La fin, on l'a, donc on va commencer par la fin. Et puis on va remonter comme ça. Le temps de blaguer un peu. Le deuxième sujet est arrivé, et puis ça s'est enchaîné. Voilà. Mais c'est un numéro de cirque au niveau de la réalisation du produit. À 20h, c'est plus calé. À 20h, sauf gros événements juste avant, le pape meurt à 19h59, c'est sûr que là, c'est branle-bas de combat. Mais nous, à 13h, c'est branle-bas de combat tous les jours. Parce que tous les jours, on joue avec le feu. J'ai à peu près répondu ou pas complètement. Après, détailler toutes les arcanes de la fabrication, bon, ce serait un petit peu trop technique. Il y en a beaucoup. Voilà, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup. D'ailleurs, que ce soit à la télévision ou à la radio, parce que RTL, 7 ans RTL, j'en ai vécu. Donc on oublie 2 secondes la télé. Hein. Après, les attentats, les frères Kouachi, la porte de Vincennes avec l'hypercachère qui arrivait, on ne savait pas ce que c'était, et on couvrait l'imprimerie de je ne sais plus où, dans l'Essonne, d'Amarie-Lélis, je ne sais plus, avec 2 attentats sur les bras dont on ne savait rien. Enfin, et je me souviens, Claire Chazal devait prendre ma suite à 15h, moi j'étais là depuis 9h le matin, je me suis levé, j'ai failli tomber tellement j'étais épuisé. Quoi. Et c'est des moments de grosse tension, parce qu'on n'a rien d'écrit là pour le coup. Hein. Là, on oublie tous les outils, et on y va tout seul. Hein. Bon. Et puis, je vais vous raconter 2 anecdotes quand même. Et un truc qui m'a beaucoup marqué, c'était sur RTL. J'étais l'anchorman, c'est-à-dire l'animateur de la tranche du matin. Et c'était au moment de la prise d'otage à l'école de Neuilly, avec Human Bomb.
et les enfants, etc. Sarko qui va chercher. Et Sarko, machin. Et donc on couvre ça avec le suspense. Il va déclencher sa bombe, pas sa bombe, les enfants ils vont mourir, on va en chercher un, puis un autre, et puis human bomb, jusqu'au GIGN qui intervient, qui tue le mec, et les enfants sont tous libérés sains et saufs. Donc déjà depuis la matinée, je ne sais pas quelle heure j'avais dû prendre, moi j'étais là depuis 5h ou 6h du matin, ça a dû se déclencher vers 6-7 heures, et jusqu'à midi, quoi, en gros. Et là, je faisais souvent le journal inattendu sur RTL, et on avait l'inauguration du TGV Nord, le premier, et que j'ai pris ce matin. Et donc on avait transformé ce train en un studio roulant, avec un avion, un hélicoptère relais au-dessus. On partait, alors il y avait Jean-Claude Cazet dessus, et Pierre Mauroy nous attendait à l'arrivée à la gare. Et on est parti, on a fait l'émission à l'intérieur du train, comme si on avait été en studio, jusqu'à l'arrivée. Sauf que moi j'avais des heures derrière moi, j'en pouvais plus. Et on a déjeuné avec Pierre Mauroy à l'arrivée, je piquais le nez dans mon assiette, je n'en pouvais plus, il a dû me prendre pour un zombie, je n'en pouvais plus. Mais depuis le matin, la tension avec ces histoires d'enfants à l'école, de Neuilly, puis la moto, pouf, on se retrouve dans le train avec un plateau d'invités prestigieux, etc. C'est un beau souvenir, mais crevant, hein, ouais, vraiment. Et puis après, dans les petites histoires, au début de LCI, on jonglait, quoi. On jonglait, on n'était pas très nombreux, et on jonglait vraiment. Et moi, à un moment, j'ai eu 2 invités à l'heure du déjeuner. Chacun une demi-heure. Ils se suivaient. Et donc le premier invité, je savais très bien qui c'était. C'était à l'époque du Rwanda, il y avait plein d'événements à l'étranger. Et premier invité, l'interview se passe bien. Mais on ne m'avait toujours pas dit qui était le suivant. Or, ça s'enchaînait vraiment. Et à force de voir mes yeux qui faisaient ça à la caméra en disant « bah alors, c'est qui après ?» Et à un moment, on me dit c'est bon, on a. Et au lieu, je ne pouvais pas dire, j'étais en train d'interviewer, et au lieu de répéter, de me dire t'as bien entendu, j'aurais fait non. Ils n'ont pas, non, c'était bon. Donc on a enlevé le premier invité, on a assis le deuxième. Et je suis parti pour une demi-heure. Je ne savais pas qui c'était, je ne savais pas pourquoi il était là, je ne savais rien. Alors je me suis dit, comment on va faire? Mais comme on osait tout, j'ai parlé de l'actualité. Et puis sur le Rwanda, je sentais que... Alors monsieur, hein, qu'est-ce que vous voulez dire? Je ne savais pas ni son nom, ni son prénom. Et j'évitais de dire monsieur, parce que ça fait toujours un peu bête quand même. Et donc je lui posais des questions sur l'actualité. Alors le Rwanda, qu'est-ce qu'on fait? Alors je sentais qu'il était assez branché Rwanda. Et puis petit à petit, l'humanitaire. Ah, il était encore plus branché là, humanitaire. Et puis on est resté comme ça jusqu'au bout sur l'humanitaire, etc. Les Hutsis, les Tutsis, les Hutus, les trucs machin, bon bref. Et je n'ai su qu'après, au revoir monsieur, merci, hein, je ne savais pas qui c'était, que c'était le président de Pharmaciens sans frontières. Mais je ne l'ai jamais su pendant une demi-heure. Et faites l'interview d'une demi-heure de quelqu'un dont vous ne savez pas pourquoi il est là, ce qu'il fait dans la vie, ni son nom, ni son prénom. C'est des moments qu'on n'oublie pas, ça. Et quand vous avez repris après votre interview en sachant qui c'est, est-ce que vous étiez satisfait de ça? Bah après, je me suis dit, bon, on a évité la catastrophe. Ouh. Bah, ça fait partie de notre boulot. Quand tu es journaliste, tu n'es pas militant. Ou tu es militant ou tu es journaliste. Si tu es journaliste, tu as tes propres idées, mais tu ne les mets pas en avant. Impossible. Bon, c'est pas toujours facile, mais certains le font moins bien que d'autres, ou mieux que d'autres, mais en principe, tes opinions n'ont rien à voir. Maintenant, parfois chez certains, pas moi.
Je ne dis pas ça parce que c'est mon honneur, pas du tout, parce que je ne suis pas comme ça, je ne suis pas agressif. Mais certains, dans leur agressivité avec certains hommes ou femmes politiques, on sent bien que, ou complaisance, on sent bien qu'ils penchent ou ils ne penchent pas, quoi. Hein? Bon, on ne donnera pas de nom. Hein. Après, il y a des chaînes qui sont plus marquées d'un côté que de l'autre. On peut évoquer CNews, mais après tout, il y a le Figaro et l'Humanité. Hein. Je veux dire, c'est pas honteux. Moi, j'ai rien contre. Mais il faut savoir ce qu'on apporte. Donc, par principe, on est neutre. Maintenant, il peut y avoir de l'agacement quand l'invité se fout notoirement de ta gueule. C'est-à-dire qu'on le sent pédant, ça m'est arrivé avec Giscard, on sent qu'il te prend pour une sous-merde, quoi, pour parler français dans le texte. Et là, on n'a pas envie de rentrer dans ce jeu-là, donc on reste neutre, distant et froid. Après, il y a l'empathie qui peut jouer sur une personne. Moi, j'ai fait la première interview télé de Sylvain Attal, pas Sylvain, Sylvain c'est un pote journaliste, de Gabriel Attal, pardon. Et je sentais le Gabriel Attal très sur la réserve, comme ça. Mais c'était sur un sujet bien précis. Donc lui, je l'ai bombardé de questions, mais avec bienveillance, parce qu'une première télé, c'est pas facile. J'en ai fait quelques-uns comme ça, des hommes politiques bien connus, leur première télé. J'avais de l'empathie pour eux, quels qu'ils soient. Hein. C'est pas une question de choix d'homme ou de parti ou de couleur politique. Mais on sait que c'est la première, c'est jamais facile. Donc voilà, on se dit, bon, voilà, je l'ai bien guidé pour que sa première télé soit réussie. Mais c'est du journalisme, ça. C'est pas de la prise d'opinion. Tu vois la nuance? On n'est pas là pour flinguer, on n'est pas là pour brosser dans le sens du poil. On est là pour que l'interview se passe bien, qu'elle apporte des informations ou des explications et qu'elle serve le téléspectateur ou l'auditeur autant que faire se peut pour éclairer sa pensée. Surtout que depuis les réseaux sociaux, on émet des avis, mais on n'a pas de réflexion derrière. Je parle, donc je suis. Non, pas forcément. Hein. J'ai une opinion, mais je n'ai pas eu de réflexion. Enfin bref, on est dans l'affirmation. On est dans un monde d'affirmation, quitte à ce que ce soit de très grosses conneries. Mais on affirme. Alors on est content de soi. Malheureusement, c'est une dérive de la société qui est dramatique. Et que nous, journalistes professionnels, nous devons, comment dirais-je, pas stopper, parce qu'on ne peut pas la stopper, mais remettre à leur place. Très important ça. Les réseaux sociaux, c'est waouh, c'est une vérole incommensurable. Mais elle apporte aussi il y a aussi des bienfaits. Hein. Quand on partage une image, qu'on est les premiers à prendre, je le dis. Parce que du coup, chacun est reporter avec son petit appareil photo. Hein. Et donc, nous, on ne pourra jamais être partout. Et donc, parfois, ça nous permet d'avoir un document qu'on n'aurait jamais pu avoir. C'est grâce aux réseaux sociaux. Mais l'expression dite libre, qui n'est qu'un tissu de conneries et de mensonges, et de fake news, comme on dit, ça, c'est un cancer de l'information. Ça va ? Je t'ai convaincu là ou... Et tu as bien fait de sécher l'école, ça ne sert à rien. Non mais tu veux que je te raconte un truc? Allez, rien que pour toi. J'étais en seconde et j'avais fait une fois la seconde, 2 fois la seconde et je passais toujours pas, donc j'allais faire 3 fois la seconde. C'était au lycée d'Auchel. Et à la fin de l'année, où j'avais encore une fois brillamment échoué, le proviseur nous rassemble tous dans une grande salle. C'était, pour ceux qui connaissent un peu, les magasins généraux des Houillères à l'époque, à Auchel. Là où les mineurs allaient chercher leur paye, c'était les bureaux administratifs en fait des Houillères, qu'ils avaient transformés en lycée. Sinistre, à se flinguer ce bahut.
Et le proviseur m'aperçoit au fond, parce que je me planquais, hein, 3 fois la classe de seconde, j'étais au fond de la salle. Mais comme je faisais 1m84 à l'époque, vous là-bas, le gros, venez. Tiens, qu'est-ce que je vais dérouiller? Donc je traverse la petite foule là, qui me regarde et me dit qu'est-ce qu'il a fait lui? Il monte sur là. Voilà. Voilà. Si vous êtes comme lui, vous n'arriverez à rien. Voilà ce que. Il n'a même pas retenu les leçons de son redoublement. Ça ne sert à rien, un redoublement. Tout le monde le sait aujourd'hui. Et voilà que même il va partir, j'en veux plus jamais d'élèves comme ça ici, etc. Alors, il y en a qui se bidonnaient dans la salle. Et donc j'ai retraversé en regardant mes chaussures et je suis allé me mettre au fond. Et depuis, alors après j'ai imaginé les discussions en famille le soir. Tu vois, il faut bien travailler à l'école, sinon tu deviendras comme lui, rien du tout, etc. J'en ai gardé quand même un traumatisme anti-école profond. Très profond. Voilà. J'irai pas plus loin. Mais c'est pour ça que je dis, tu as bien fait de sécher l'école. Vous avez d'autres questions? Bah, elle peut nous remplacer hein, demain. Hein. ChatGPT, pour reprendre ça, parce que c'est l'intelligence artificielle, aujourd'hui vous voulez faire un article, vous donnez les quelques éléments, ça vous pond un article fabuleux. En 10 secondes, alors que vous auriez mis des heures à l'écrire. Donc oui, mais en même temps, moi je reste très optimiste parce que je ne veux pas commencer à dire ah oui le progrès, parce que vous savez, la radio, ah oui mais elle va tuer la presse écrite, la télé, ah oui mais elle va tuer la radio, les réseaux sociaux, ah oui mais on va tuer la... Enfin, tout va toujours tuer tout. Hein, donc, il y a un moment, ça va, quoi. L'intelligence artificielle, si elle est bien utilisée pour la recherche, et moi, je pense toujours à la recherche médicale parce qu'on épouse à fond là-dedans, notamment en oncologie, etc., ça va permettre de faire des progrès, mais incroyables. Incroyables. Et d'aller vite, surtout. C'est-à-dire, là, on mettait du temps pour des recherches fondamentales, etc. Aujourd'hui, on va griller les étapes. Bon, après, si c'est pour tricher et remplir le monde de fake news, c'est sûr que, comme les réseaux sociaux, hein, il y a le pire et le meilleur. Hein. C'est à nous d'être vigilants, c'est à nous d'arrêter d'être naïfs, c'est à nous d'accepter, de dire non, ou de dire j'ai lu ça, mais est-ce que c'est vrai? Je vais enquêter, je vais m'enseigner. Si on prend tout pour du pain béni, référence au pape qui vient de disparaître, bah c'est sûr que c'est pas possible, quoi. Il va falloir qu'on devienne intelligent. Ouais, faire véritablement ce que vous faites, un vrai travail de journaliste. Mais de citoyens responsables, de parents responsables, de citoyens responsables, d'employés responsables, voilà, il va falloir qu'on arrête d'être dans une naïveté béate et qu'on soupèse un petit peu tout ce qu'on nous propose. Mais vous savez, c'est de beaux outils. Hein, TGV qui va vite, c'est bien, c'est pas bien, etc., etc., etc. Enfin, arrêtons, quoi. Tous les progrès qu'on a pu faire, tous les désenclavements de régions grâce au TGV, par exemple, c'est fantastique. Mettre 1 heure pour venir ici de Paris, mais on met 1h30 pour aller de la porte de Bagnolet à la porte de la Chapelle en bagnole. Enfin, franchement, mettre 2 heures pour aller à Lyon. Moi, je vais souvent en Corse, je mets 1h20. Et alors l'avion 1, c'est écolo, machin, l'avion. Attends, avec tous les progrès qu'on est en train de faire, on va bientôt passer à une partie hybride, avion, un parti électrique et tout. Déjà avec les néos, parce que je connais bien ces sujets-là, on consomme 20% de moins, on a moins de bruit, etc., etc. On ne peut pas aller contre ces progrès-là. Sinon, alors, on va revenir aux Amish, et puis on va vivre à la bougie, et puis ça sera très bien, quoi. Alors, non. Et d'ailleurs, pour toi, je voudrais que tu aies conscience, j'ai pas 100 ans, enfin je crois pas, hein. Je fais un peu quand même, hein. Merci, t'es sympa toi. Et
quand j'ai commencé vraiment dans ce métier, j'avais pas 20 ans, j'avais plus de 30 ans, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de téléphone portable, il y avait des cabines téléphoniques avec des pièces. Il fallait démonter le combiné, mettre des pinces croco à l'intérieur et utiliser le micro de son Nagra, c'était le magnétophone à bande, où avec des ciseaux on coupait, on mettait un collant pour faire les montages. Et on allait dézinguer la cabine téléphonique pour pouvoir envoyer un reportage à la radio notamment. Et tu vois un petit peu où on en est là? C'est dingue. Rien. C'est-à-dire beaucoup de choses. Bah voilà, j'en ferai rien. Je pense que, parce que j'ai pas de mérite, mais je suis fabriqué comme ça, quoi. Et puis quand on a eu la chance de faire un métier qui n'en est pas un, alors c'est un métier, parce que c'est hyper professionnel, mais en même temps, on va pas à la mine, quoi. C'est valorisant, c'est dans un univers qui est plutôt sympa, c'est chouette, on travaille pas. Alors quand je dis on ne travaille pas, ça veut dire qu'on travaille tout le temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de samedi, dimanche, les jours fériés, tous ces trucs-là on oublie. Hein. Lundi de Pâques, j'étais tout perturbé parce que je ne savais pas qu'il y avait un lundi de Pâques. Enfin, j'exagère, mais pour moi, ce n'était pas un jour férié. Et je vois à Paris vide, ah bah oui, c'est vrai, on est lundi de Pâques. Bon. On n'a pas le même rythme de vie. Surtout moi qui ai toujours bossé pendant l'été, pendant les vacances. Même la notion de vacances est différente. Mais ça, c'est lié à ma fonction de joker. Mais la retraite, c'est faire autre chose, autrement, et surtout à un autre rythme. Et donc, je quitte le journal, c'est pas pour la retraite, j'ai déjà. Mais c'est pour changer, c'est pour retrouver une forme de liberté d'expression. Parce que c'est vrai, alors j'étais pas frustré, hein. On me disait pas ce qu'il fallait que je dise, évidemment. Pour ça, à TF1, on a une liberté mais qui n'existe plus sur cette terre. Mais simplement, j'ai pas le poids du journal là sur les épaules en disant lundi, j'y retourne. Alors, attends, j'ai rien raté ce week-end, l'actualité, etc. Donc peut-être que lundi, s'il y a ça dimanche soir à 20h, peut-être qu'on va ouvrir là-dessus. Alors on appelle le rédacteur chef. Qu'est-ce que tu as prévu pour demain? On est tout le temps sous pression. Et cette pression permanente qui est normale parce qu'on ne peut pas rater un épisode de l'actualité. On ne peut pas penser que quelqu'un est vivant alors qu'il est mort. Enfin, on ne peut pas rater ce coche-là. Et inversement. Donc cette pression-là, oui, je ne l'aurai plus. Voilà, c'est ça en fait, ma notion de retraite à moi. J'ai pas dit que c'était sans risque. Hein. J'ai pas dit que c'était sans risque. Chaque jour, prenez un... Parce que, puis dans le privé, vous êtes vite dehors. Hein. Ouais. Il y en a qui s'en souviennent. Hein. Bon, je tairai les noms, mais il y en a qui s'en souviennent. Mais c'est la vie, ça. On prend ses responsabilités. Maintenant, le politique qui veut votre tête, ça, c'était l'époque Roger Frey, ça, qui appelait le présentateur du 20h pour lui dire comment il devait ouvrir son journal. Mais c'est plus ce temps-là, non. Non. Aujourd'hui, on est... Et même... Mais vous dites ça... Moi, j'ai 50 ans, mais j'ai connu l'époque Mitterrand où j'ai trouvé qu'il y en a certains qui ont été dézingués par Mitterrand quand il est arrivé. Qui ont été changés. Autour de Donald Trump, aux États-Unis. Ah bah c'est pareil, c'est pareil. Ah non, mais c'est pareil. Oui, non, mais je suis d'accord. El Kabbach, hein. El Kabbach qui s'est retrouvé viré. Mais ça joue, oui, c'est vrai. Mais c'est de moins en moins vrai parce qu'aujourd'hui, tout se dit... Et rien ne se supporte en fait. C'est que on ne peut plus être comme ça. Parce que vous parlez de 81, ça remonte quand même. Hein. Oui, bon. Et Dieu sait si les époques vont vite. Hein. Donc, alors le politique, non. La liberté, ça c'est une question qu'on me pose très souvent. Quand vous avez un problème chez Auchan, Carrefour, tout ce que vous voulez, ce sont nos annonceurs. C'est grâce à eux qu'on mange, hein, parce que nous, on n'a pas l'argent public, hein, c'est que privé. Et il y a eu un gros problème chez Casino, enfin j'en sais rien moi. On en parle, on n'en parle pas? Oui, on en parle. Et ça, personne, le PDG de Carrefour ne va pas appeler Martin Bouygues en disant
Mais comment fait-il? Moi, je retire mon budget, puis c'est des millions, hein, je retire mon budget parce que vous avez dit non. C'est admis que si on commençait à faire ça, si on commence à faire ça, on est foutu. Et que ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire qu'ils en profitent bien aussi de cette liberté qu'on a pour parler d'eux. Et eux, c'est important qu'on parle d'eux, parce que on a une action sur les téléspectateurs, on a une action. On fait un peu l'opinion, on ne le fait pas exprès. On le fait pas, on ne dit pas on va faire l'opinion, non, c'est pas ça. Mais la puissance de l'outil fait qu'on le veuille ou non, on fait un peu l'opinion. Et donc, ça nous oblige à encore plus de précautions, encore plus de réflexion, encore plus peser nos mots. Mais on n'a pas je trouve pas le mot là, quand on n'a pas le droit de parler d'un truc. On n'a pas de, hein? Oui, voilà, on n'a pas de censure de personne, ni de la direction de TF1, ni des annonceurs, ni de Martin Bouygues, ni de personne. Et ça a été vérifié plein de fois. Donc ceux qui croient qu'on nous dit ce qu'on doit dire se trompent lourdement. Et ça, c'est bien. Non, mais c'est vrai, c'est bien. Mais en même temps, c'est au profit de la société entière. C'est-à-dire, comme on est le sérieux, on représente le sérieux, le professionnalisme par rapport à la liberté des réseaux sociaux, il faut qu'on cultive ce professionnalisme. Donc cette liberté d'expression, sachant qu'elle n'est pas dans les mains de n'importe qui. Elle est dans les mains de gens qui ont fait leurs preuves, qui peuvent être sanctionnés du jour au lendemain, qui peuvent se retrouver devant les tribunaux, qui ont une carte de presse et qui doivent l'honorer, etc., etc., etc. C'est un monde logique. C'est un monde logique. Déjà, le présentateur du JT, il est le passeur auprès du plus grand nombre du travail de toute une rédaction. Déjà, respecter ce travail, qui est un travail de professionnel, qui a été fait parfois dans des conditions spectaculaires. Et c'est sa première responsabilité, c'est d'honorer ce travail. Après, vis-à-vis des téléspectateurs, donc du public, c'est l'obligation de sérieux, de responsabilité. On est responsable de ce qu'on avance. Il faut que ce soit réfléchi, il faut que ce soit soupesé. Chaque mot est soupesé. Tu sais, parfois, un simple lancement dont on ne s'apercevra même pas d'un sujet, mais j'ai passé une demi-heure à peser un mot et un autre. Et si je dis ça, ah ouais, mais si je dis ça, je vais faire penser à certains que, oui, ben alors si je ne dis pas ça comme ça, comment je le dis pour être toujours dans cette neutralité dont je parlais, mais tout en étant suffisamment imagé pour qu'on comprenne sans avoir à faire l'effort. J'ai une formule pour ça, dire c'est ce qui reste quand on a tout oublié. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va rester de ce sujet d'actualité tel que je l'aurais amené et tel qu'il aurait été fait quand on l'aura regardé en allant au frigo chercher un truc, en faisant la vaisselle, en machin, qu'on l'aura à peine entendu, mais qu'on aura retenu l'essentiel. Quand on aura tout oublié, qu'est-ce qui va rester? Alors, elle n'est pas évidente à comprendre, cette formule, mais elle dit bien ce qu'elle veut dire. C'est-à-dire que, voilà, on ne parle pas des gens assis comme moi, là. Ah oui, il dit ça, il dit ça. Il y en a, mais ce n'est pas la majorité. Surtout à l'heure du déjeuner. Ils font un tas de choses. Alors ça, c'est admis de la radio, mais ce n'est pas encore admis de la télé. Sauf à faire de la télé et de la radio. Eh bien, si tu as toujours envie de faire le métier, hein, tu as de la chance. Hein. Oh, c'était long. Et oui, parce que Jean-Pierre était déjà malade, donc on ne voulait pas l'exposer à plus grave.
Donc il était resté chez lui, il avait une petite fenêtre. En fait, lui, il aurait bien aimé faire le journal de chez lui, mais c'était compliqué. C'était pas possible. C'était techniquement, on ne peut pas transformer un chez-soi en plateau télé. C'est hyper sophistiqué, le plateau télé. Puis il faut une régie d'enfer. Enfin bon, bref. Donc ils avaient trouvé cette option un peu bâtarde de lui donner le journal d'un confiné, c'était, je me souviens, le journal d'un confiné. Et il racontait un peu sa vie de confiné, quoi. Et moi, j'avais tout le reste. Et dans une capitale atteinte par une guerre chimique, c'est-à-dire je me vois encore seul sur le périphérique à Paris, qui n'est jamais arrivé. Masqué, machin, des autorisations, des gants, des trucs, du machin. Et on a fait jusqu'à 23 millions de téléspectateurs pendant cette période. 23 millions. Tout le monde était chez soi. Et donc, quand vous êtes chez vous, vous ne pouvez pas sortir. Qu'est-ce que vous faites? Vous regardez la télé. 23 millions. C'est à l'affût d'informations de toute façon, c'est encore plus. Ah oui, oui. Puis il n'y en avait qu'un sujet. Hein. Le monde ne tournait plus, hein, donc c'était le Covid, hein, avec des invités en duplex, enfin, pardon, pas en duplex, mais en visio, qu'on ne pouvait pas interrompre, parce que le temps de transmission... Tiens Carla, je veux bien un petit verre d'eau, s'il te plaît. Là. Parce que je vais tousser après. Non, 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 c'est gentil, merci. Le temps de transmission était long. C'est-à-dire vous posez une question, mais toujours aujourd'hui, hein, vous avez la personne à qui vous adressez qui regarde et qui écoute la question, l'entend, merci beaucoup, qui entend la question, mais il y a un temps de latence entre les deux. Donc vous ne pouvez pas couper quelqu'un comme on fait dans une interview face à face, vous ne pouvez pas, donc il faut attendre la réponse, donc ça fait des moments plus convenus, mais du coup c'est chiant, quoi. Franchement, et pour tout le monde, pour le téléspectateur, à commencer par lui, et puis pour celui qui pose la question, celui qui la reçoit. Donc c'était des moments très très pénibles, très pénibles. Et même dans la tour TF1, vous devez pas y avoir un bon monde. Ben, il y avait moins de monde, parce que tout le monde était chez soi, donc même l'immeuble de TF1 était désert. Ouais, voilà. Donc, ah non, c'est un drôle de sentiment, hein, mais vraiment, ça alors là, un drôle de sentiment, et que j'ai retrouvé, pardon, hein, que j'ai retrouvé dans l'interview de Macron en Nouvelle-Calédonie et que je faisais avec un confrère de France 2, Nathanaël Dorinxin. Et pour caler l'interview, Macron devait m'appeler, parce qu'on était pilote dans l'affaire, devait m'appeler de son avion en route vers la Nouvelle-Calédonie. Et donc j'étais chez moi, je crois que c'était un dimanche, je ne sais plus, et on m'avait prévenu quand même qu'il allait m'appeler. Hein. Et le téléphone sonne, numéro bizarre, je décroche, et c'était bonjour, c'est Emmanuel Macron, hein, bon, etc. Et donc ça s'est super bien passé, on a calé un peu sur quoi on allait intervenir. Bon, avec le président ça se fait ça, parce que on n'est pas avec un homme politique normal, habituel, donc... Et le lendemain, il arrive à Nouméa, dans un plateau de France 3, je crois, et impossible d'établir la liaison. Donc il commençait à s'impatienter. Au bout d'une demi-heure, il a commencé à m'entendre. Moi je l'entendais, mais lui ne m'entendait pas. Et on a fait cette interview avec un décalage dans le temps énorme, à chaque question-réponse, mais on ne pouvait pas faire autrement. Mais ça donnait l'impression de servir la soupe, parce qu'on ne pouvait pas le couper. Enfin voilà, et ça m'a rappelé un peu l'époque du confinement. Non, mais il y en a eu beaucoup, hein. Ah oui, j'imagine. Eh bien, je vais vous étonner, mais ce n'est pas une personnalité. C'était une dame, une grand-mère, qui un jour m'envoie une lettre. À l'époque, je présentais une émission qui s'appelait Femmes. Une femme par jour, 5 jours sur 7, pendant 1 heure, en direct, sur LCI.
Et elle me dit, voilà monsieur, je suis votre émission, j'aime bien votre façon de dialoguer avec vos invités. Moi j'ai écrit un livre, un petit livre, non édité, hein, j'ai écrit voilà, l'équivalent d'un petit livre, parce que j'ai été déporté avec ma maman, qui est restée à Auschwitz. Moi j'ai réussi à m'enfuir in extremis. Et cette période a été tellement dure à vivre que je ne sais pas comment en parler à mes petits-enfants. Alors, n'arrivant pas à parler, j'ai écrit. Est-ce que vous voulez bien que je vous envoie ce manuscrit? Alors j'ai reçu le manuscrit, je l'ai lu. Ouf. Oh, l'intensité, l'intensité. On pourrait dire ça de tous les anciens déportés, mais là, Francine Christophe, c'est son nom, avait une façon de dire les choses, mais wow, c'était... J'ai dit, mais Madame Christophe, je vous reçois dans cette émission, à partir de votre ouvrage, et on va demander à vos petits-enfants d'être devant la télé. Voilà. Et... dur. Je crois que c'est l'interview la plus difficile que j'ai jamais... Alors, en plus, c'était pas une interview, parce que le principe de l'émission, c'était un dialogue. Ça, c'était pas j'ai une question, une réponse, non. C'était vraiment, je vous écoute, je rebondis sur ce que vous me dites, et c'était vraiment très spontané, etc. Mais l'émission a été un carton, bon. Et du coup, Francine Christophe en a fait une pièce de théâtre, après. Elle a édité son livre déjà, elle en a fait une pièce de théâtre, elle a écrit un autre livre, elle en a encore fait une pièce de théâtre, et maintenant, si vous regardez les commémorations de la Shoah, etc., vous la verrez systématiquement aux côtés des autorités juives et du président de la République. À chaque fois je la vois, je dis « Ah, c'est Francine qui est là ». Et ça, j'ai trouvé que c'était chouette. Je ne sais pas, parce que j'ai interviewé Brigitte Bardot, enfin plein d'acteurs. Oh là là, ça c'est une... Vous n'avez pas une autre question, non? Que j'aurais aimé, il y en a plein que j'aurais aimé interviewer, mais c'est pas toujours des gens connus. Alors, si, par exemple, j'ai deux merveilleux souvenirs de Pierre-Gilles de Gennes et Georges Charpak, deux prix Nobel de physique. Alors c'est vrai que la physique, moi, c'est un domaine que j'aime bien, mais c'était incroyable, parce que ces gens-là, prix Nobel, on comprenait tout ce qu'ils disaient. On pouvait tout leur demander, tout était clair. Alors que d'autres jargonnaient, on ne comprenait rien du tout à leur truc. Mais quand on atteint ce niveau d'intelligence, tout devient limpide. C'est fou quand même. Je suis pas fanat, non, c'est pas ma culture. Comme la BD, c'est pas ma culture. D'accord. Voilà. Mais j'ai rien contre, hein. Mais c'est pas... La dérision n'est pas ma culture, voilà. Mais ça me manque sûrement, hein. C'est un trou dans ma culture, pour le coup. Mais non, je suis pas lecteur, voilà, tout simplement. Ah non, non, elle n'est pas finie, elle n'est pas finie. Non, 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 non. Alors, ça commence par un moment très douloureux, qui est la cantine de TF1. Si vous l'aurez ça. Non, mais j'en rajoute un peu, Carla. Mais tout le monde... Bon, enfin, on a connu meilleur, quoi. On a connu plus gay, meilleur. Mais je plaisante là aussi. Hein. Et puis après, on reparle du lendemain. Oui, voilà, vous préparez déjà. Eh oui, mais même le matin, en préparant le jour même, on parle du lendemain et du jour d'après. Et je vous dis, c'est la roue permanente, quoi. Et ça tourne en permanence. Et on anticipe en permanence. Sauf sur l'actualité du jour. S'il fait un discours dans un cadre général, bon, si c'est à l'Élysée, officiellement, on diffuse le discours, bon, évidemment. Quand c'est devant telle assemblée, tel pays, tel machin, il y a des gens qui regardent ça, qui regardent ce discours, qui nous disent, là, il a dit ça, il y a une phrase, on peut l'isoler,
Et puis on en parle dès qu'on est un peu dans cette thématique-là, dans le journal. On dit, puis ce matin, le président Macron est intervenu pour saluer le pape et dire qu'il irait à ses obsèques, voilà, par exemple. Mais c'est tout, on ne va pas plus loin. Moi, j'aime quand il n'y a rien. Parce qu'avec rien, on est obligé de se casser la tête et d'aller chercher dans la société ce qu'on ne montre jamais. C'est-à-dire ces gens, ces faits qui ont valeur d'exemple et sont porteurs de solutions. Ça, j'aime beaucoup. Parce que oui, il y a des casseurs, il y a du narcotrafic, il y a des machins, tout ce que vous voulez, qu'on montre à foison, hein. Et puis il y a des jeunes qui font des trucs vachement bien dans l'agriculture, dans tous les domaines. Et comme ils ne font pas de bruit, ben on en parle moins. Donc moi j'aime bien aller les chercher, ces gens-là, les montrer, et puis en retirer des exemples pour les autres. C'est en ça que je parle de valeur d'exemple et porteur de solutions, c'est que ça me paraît être une de nos fonctions aussi. Oui, oui, bien sûr. Oui, ça fait partie de la petite tournée du matin, tournée des services, tournée des bureaux, parfois en visio d'ailleurs, à 7h45, on a une visio avec 2-3 bureaux. Ben nous on a ça, non, c'est pas pour nous ça, oui. On a aussi ça, etc. Ben oui, ça, voilà. Ça peut nous intéresser pour aujourd'hui, pour demain, tu peux le faire pour quand, après-demain, voilà, etc. Oui, oui, ben oui. C'est la réalisation, ça c'est notre partie artistique, mais ça c'est vu avec la rédaction en chef du journal, les images qu'on voit derrière, dans le dos, etc. Puis on a un nouveau plateau qui est fabuleux maintenant, je ne sais pas si vous avez vu la nuance, qui est en immersion totale, c'est-à-dire l'image est aussi au sol, enfin elle est partout. Et ça, non, ça c'est la direction technique hein, qui fait ça. Bah avec l'âge, oui, ça pèse. Hein. Mais non, mais on a une partie debout avec le nouveau plateau que j'ai pas encore inauguré, Carla. Avec le nouveau plateau, on commence debout, c'est ça? Oui. On commence debout, on finit debout. Mais ça, on l'a déjà fait dans d'autres configurations. Bon, c'est pas un problème. Faut pas oublier de se lever, quoi, c'est tout. Et puis après, il y a le jeu des caméras, parce que ça, on l'oublie toujours. Mais quand on vous dit, alors, ton texte là, ça c'est le réalisateur, jusqu'à tel mot, tu iras sur la 2, puis après tel mot, tu vas être sur la 1, et tu finiras sur la 2. Mais il y a 4 caméras principales. 2 à gauche, 2 à droite. Et en fonction des images qui sont projetées derrière, le réalisateur décide de son axe. Voilà, bon. Mais il ne faut pas se tromper, parfois on oublie. Alors dans l'oreillette, on entend la 2. L'avantage qu'on a, c'est qu'en plateau, on a 2 personnes qui nous assistent et qui reçoivent les dernières infos, commencent à les mettre en forme. Après, dès qu'il y a un sujet, on nous dit « Attends, il y a ça qui vient de tomber, etc. » Où est-ce qu'on peut le mettre, tu crois? On peut peut-être le mettre après ce sujet-là, après la page 14, parce que c'est un peu d'accord. Eva, tu m'écris 2-3 lignes dessus, ok, d'accord. Mais c'est en ça que ça bouge tout le temps, mais qu'on n'a pas l'impression que ça bouge. Quand on regarde, on a l'impression que tout ça, le nombre de personnes qui croient qu'on arrive, on s'assoit et on lit le prompteur, quoi. Déjà lire un prompteur, c'est une affaire, parce que c'est une écriture verticale. Parce que si c'était une écriture normale, comme une page A4, on aurait les yeux qui font ça. Or là, on n'a pas les yeux qui font ça, donc on lit verticalement. Il y a 2 mots par ligne. Alors quand vous avez un nom compliqué qui est coupé en 2, Macache, c'est le savon.
Combien de fois j'ai savonné sur un nom comme ça? Mais parce qu'il était coupé en deux et que c'était un nom compliqué, très compliqué. Et ça arrive, ça. Vers les 17h, oui. Mais ils ne sont pas partis, les autres. Hein. L'équipe, il y a encore une réunion à 17h pour coordonner le 20h, le lendemain. En permanence, ça se coordonne pour ne pas rabâcher toujours les mêmes choses, les faire évoluer. Tous les jours à 9h, de façon extrêmement précise, c'est-à-dire minute par minute. En fonction des âges, des parts de marché, des audiences. Je ne sais pas si vous savez comment ça fonctionne, l'audimat. C'est un échantillon ultra précis de téléspectateurs qui sont sondés en permanence et qui sont représentatifs de la société française dans toute sa diversité. Et qui sont... Alors ça donne à la fois un nombre de téléspectateurs et une part de marché. Sachant que pour les annonceurs, ce qui compte, c'est le nombre de téléspectateurs évidemment, mais c'est surtout la différence entre les chaînes. C'est-à-dire que le calcul relatif est exact, même si le calcul absolu n'est pas complètement exact. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. C'est-à-dire que TF1 par rapport à France 2 à la même heure au même journal, eh ben, la différence entre nous deux sera juste. Mais peut-être qu'il y a 100 000 téléspectateurs qui nous ont échappé. Mais il faut savoir que et ça fait réfléchir aussi, la marge d'erreur, c'est 200-300 000. Mettez 200-300 000 sur la place, là. Ça fait du monde. Hein. Nous, c'est la marge d'erreur. Ah bah ça, ce sont des décisions qui sont liées à la direction de l'information, à la rédaction et au trésor. Si on décide de prendre le ministre de l'économie et des finances, ce qui m'est arrivé plusieurs fois, c'est parce qu'il y a une annonce. Il y a une annonce. Alors on aime autant qu'elle se fasse à 13h qu'à 20h par exemple, parce que d'autant qu'elle sera reprise à 20h. Bon. Mais dans ce cas-là, la décision c'est oui de le faire venir. On lui demande s'il veut bien venir à 13h. Après les pièces jaunes par exemple, là Madame Macron c'était traditionnellement, voilà, les Miss France, traditionnellement on les a, etc. Après il y a des petites traditions comme ça. Et moi, la dernière pièce jaune que j'avais faite avec Mme Macron, c'était au moment, je ne sais pas si vous avez suivi ça, c'est au moment où il était accusé d'avoir été homme à la naissance, bon bref. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai pas entendu. Et en même temps, on attendait la candidature de son mari pour un deuxième mandat, et il avait traité les non-vaccinés de quelque chose de pas gentil, mais j'ai oublié. Bon, bref. Et donc, trois actualités. Alors, on parle des pièces jaunes, évidemment. Et puis, je savais qu'elle détestait la télé. Elle n'était pas à l'aise, elle tremblait comme ça. Enfin, bon, bref. Donc, je vais la voir dans la loge de maquillage. Et j'essaie de la détendre. On parle du Touquet. Bah oui, c'est un peu chez moi aussi, machin, etc. Et j'arrive à la détente. Puis je dis, et qu'est-ce qu'on fait pour les autres questions que les pièces jaunes? Elle me dit, moi j'aimerais bien dire que je vais porter plainte contre les deux femmes là qui ont lancé la rumeur. Je dis, Madame Macron, oui, mais si on le sort comme ça, on va rien comprendre. On est obligé de contextualiser et de rappeler que vous allez faire un procès contre des gens qui vous ont traité, sali, etc. Bon, bref. Elle dit, ah oui, très bien. Bon, je dis, ok, on y va. C'était pas facile quand même, hein, parce que les mots sont pas sortis, la question n'est pas sortie facilement. Hein, c'était pas évident, c'est la première dame, on va lui balancer un truc. Bon. Alors donc je me lance et puis je dis qu'on est obligé de rappeler le contexte, mais que vous souhaitez faire une annonce à ce propos, et je rappelle le truc, et elle fait l'annonce, etc. Et puis évidemment la candidature de son mari, je lui ai posé la question, mais je connaissais la réponse, c'est pas moi qui vais vous le dire. Et puis sur le troisième point, là je me suis amusé en disant, vous la prof de français, vous laissez votre mari dire des choses comme ça. Bon alors on a rigolé un petit peu et ça a détendu, et voilà. Et les pièces jaunes sont passées aussi.
Mais alors, qu'est-ce que j'ai pas reçu comme courrier? Monsieur, je pensais que vous étiez quelqu'un de bien. Vous êtes adressé à la dame d'une façon scandaleuse, à la première dame d'une façon scandaleuse. Enfin, etc. J'en ai pris plein la gueule. Premier degré, enfin bon. Alors bon, je me suis un peu expliqué là-dessus, puis après, on laisse tomber. Hein. Tout le temps, je regarde systématiquement, c'est dans l'air, c'est à vous, le 20h. Après des débats sur LCI, BFM, un peu LCP aussi parfois, enfin, et le matin, dès 6h, la radio. RTL, parce que c'est une maison de cœur, mais tout le temps, on en bouffe, tout le temps. Le Point, tout ce qui peut éclairer une pensée de façon intelligente, et pas partisane forcément. Mais tout ce qui peut faire qu'au moment de la décision de on en parle pas, ce soit une décision réfléchie et intelligente. Voilà. Puis après, on est des drogués quand même. Hein. C'est pour ça que je disais à madame, je vais me sentir plus léger. Même si je continue parce que j'aime ça. Hein, mais alors pas d'un seul coup l'avenir du monde m'intéresse et tous les sujets m'intéressent. Mais je le ferai pour le plaisir là, que le plaisir. Voilà. Je l'ai vécu maintes fois. Je suis même rentré un jour de Chamonix le matin pour faire le 13h. C'est pour vous dire. Parfois, c'est chaud. D'abord, on n'a jamais trouvé un nom qui me plaise. Joker, remplaçant, numéro 2, plan B, enfin tout ce que vous voulez. Bon, on n'a jamais trouvé le bon mot. Bon, on ne le trouvera pas, hein, maintenant c'est mort. Mais oui, c'est une astreinte parce que j'ai toujours dit le journal sera toujours ma priorité, quoi que je fasse. J'ai annulé des vacances à Cuba pour faire un journal. Il m'est arrivé de remonter de Bordeaux en TGV et qu'arrivé à la gare Montparnasse, on me dise « Ah bah non, finalement, on n'a plus besoin de toi. » là. Donc, ok, donc je repars. Et, il est arrivé plein de choses. Oui. Maintenant, c'est le jeu, quoi. Alors, si on a un ego démesuré qui fait qu'on n'accepte pas d'être un numéro 2, bah, faut faire autre chose. Moi, avec Jean-Pierre, on a toujours eu ce deal. Ne t'inquiète pas, on n'avait que 10 mois d'écart en âge. Ne t'inquiète pas, je ne suis pas là pour piquer ton fauteuil. Ça n'arrivera jamais. Et on ne se mêle pas du journal de l'un ou de l'autre. Donc voilà. J'ai les clés, je me débrouille, tu as les clés, c'est ton problème. Donc il était tranquille, il était peinard. Et oui, parce que d'abord, j'en avais pas envie. Il faut être clair. J'avais pas envie de le faire tous les jours. Parce que je me serais lassé plus vite. Là, au moins, j'ai gardé une fraîcheur jusqu'au bout, presque, j'ai envie de dire. Hein, et une envie intacte. Et ça, c'est le statut de joker. Mais il ne faut pas avoir un ego de se dire si je ne suis pas le numéro 1, le titulaire, ma vie est foutue. Enfin, Mais il y a beaucoup d'ego dans nos métiers. Hein. Du coup, moi, je n'avais pas cet ego-là parce que d'abord, j'avais beaucoup de centres d'intérêt différents. J'ai une famille qui m'élève plutôt que me rabaisse, donc qui m'élève, je veux dire, intellectuellement. Hein. Et qui m'offre des perspectives sur des domaines totalement différents du journalisme, grâce à Dieu, et dans la médecine, dans la musique, dans des choses comme ça. Et moi, voilà, je voyage avec eux. Et donc, je ne souffre pas. J'ai jamais souffert d'être numéro 2, sauf quand on m'imposait des trucs de venir et puis de dire bah non, finalement on n'a plus besoin de toi, quoi. Ça, mais il m'est arrivé de remplacer Claire Chazal, il m'est arrivé de faire plein de choses autres parce que Claire me disait tu peux pas me remplacer parce que là j'ai un je sais pas quoi, un mariage, un truc, un machin. Bah oui, évidemment. Mais c'est vrai qu'on peut rien prévoir. Les vacances à Cuba, bah, on les a annulées la veille.
Vous avez pas été après? Les valises, non, même pas. Les valises étaient prêtes, et puis d'un seul coup, parce que Jean-Pierre était malade, parce que l'histoire de l'œil de Marie-Sophie ne m'a pas arrangé. Hein. Le Covid, le confinement, ça ne m'a pas arrangé aussi longtemps. Puis j'ai pris des risques. Moi aussi, j'étais âgé. Et j'ai pris des risques. Donc, oui, mais après, on ne peut pas tout avoir. Hein. Donc, il faut accepter ça. Déjà, c'est bien beau d'être le joker d'un journal aussi brillant et d'un homme qui l'a quand même marqué de son talent. Je serais parti un peu à l'étranger. Je pense que j'aurais voulu faire quelques années aux États-Unis. Parce que c'est un pays que je trouve quand même fascinant. Mes enfants sont en train de s'y établir là, et malgré tout, et que j'aime moi beaucoup. Et j'aurais aimé avoir cette expérience d'être vraiment loin sur un terrain différent et de pouvoir raconter. J'aime bien raconter des choses vues, c'est ça le journalisme. Hein. C'est je le vis à votre place. On a 2 secondes encore ? J'étais à France Inter, et puis il y a eu la catastrophe du Puy Simon, 22 jeunes mineurs tués au fond d'un coup de grisou et d'un coup de poussier. Et c'était l'heure du déjeuner qu'on apprend ça. Et le rédacteur en chef dit mais il est où Aurélien, il est où expert, il est où machin. Ils n'étaient pas là, ils étaient partis déjeuner. Il n'y avait pas de portable à l'époque pour dire rentrer, rappliquer. Et moi j'étais là parce que, je sais pas, j'avais pas faim, j'en sais rien. Et me dit non, toi t'es pas du Pas-de-Calais, du pays minier, la mine tu connais. Bon vas-y, et puis on te fait remplacer, parce qu'il n'a aucune confiance d'un mec qui est arrivé d'Avignon. Hein. Bon. Et puis dès qu'on peut, on te remplace. Donc je vais là-bas, et je commence par dire, vous voulez qu'on loue un avion? On n'a pas les moyens. Non, mais je pilote moi l'avion, c'est pas un problème. J'avais fait ça à Avignon justement. J'avais mes brevets de pilote. Et non, on y va en voiture. Bon, on arrive là-bas et effectivement, la mine, je connais. Et je connais bien les mineurs et les familles de mineurs. Et au lieu de faire dans l'impudeur, alors il est mort votre fils, il est mort, machin, etc. Moi, distance, j'écris, je raconte. Et je raconte ce que je vois. Je raconte des familles éplorées, je raconte la chapelle ardente, je raconte le contexte, le paysage de la mine et la mine des gens. Je raconte plein de choses comme ça et ils trouvent ça génial. Et ils m'envoient quand même un remplaçant. Et c'était Jacques Expert, et qui a été un des patrons d'RTL après. Et je dis à Jacques, écoute, tu viens, on va déjeuner tous les deux, mais après tu te casses. Je veux personne ici. C'est moi qu'on a envoyé, je reste. Et je fais des papiers, enfin on appelle ça des papiers, hein. Je fais des papiers de vécu, de ressenti, je fais vivre la mine, je fais vivre... Hein. Et puis dernière intervention, c'était dans une famille de mineurs qui avait perdu son fils unique. Et ils avaient lavé la maison, fait propre parce que la radio allait venir, malgré le deuil, malgré la peine immense, la dignité d'abord, comme ici. La dignité d'abord. Et donc, interview, moi j'étais plus mal qu'eux, hein. Mais digne, forte, mais digne. Et puis on reprend la voiture, j'ai passé une semaine hein, là-bas. On reprend la voiture, on rentre, le Radiocom 2000 sonne dans la voiture de France Inter. Ah, dis donc, vous êtes en train de rentrer, là, vous êtes sur l'autoroute, ouais. Tu peux passer par l'Élysée parce que Mitterrand, il va faire une déclaration et j'ai personne là. Ouais, d'accord, si tu veux. Et je me suis retrouvé à l'Élysée avec mon micro, là, pour le coup, sous le nez du président de la République. J'en avais rien à foutre. J'étais avec mes parents de mineurs, qui, eux, étaient dans la vraie vie, si je puis dire, et m'avaient touché au plus profond de moi. Et être avec un président de la République, mais ça m'était complètement égal. Comme quoi, c'est un métier où les vraies valeurs ne sont pas à confondre avec les fausses valeurs. Ça, c'est très important. C'est un métier de vie. C'est pas un métier de paraître. C'est un métier de vie.
C'est pas un métier d'institution, c'est un métier de gens. Merci beaucoup. Merci à vous. Quand même, c'est dommage. Voilà.